je vais tout de suite donc laisser la parole pour que nous commencions à Bertrand Pancher pour une petite introduction. Après ça, nous entendrons Chantal Joanneau, Dominique Olivier et Loïc Blandiot. Et puis, nous prendrons toutes vos questions pour essayer quand même de rendre ça interactif. L'objectif, c'est aussi d'échanger avec vous. Donc, Bertrand Pancher, député de la Meuse et président de Décider Ensemble, qui a écrit le préambule de notre ouvrage. Je lui laisse la parole. Voilà, bonjour, je suis vraiment heureux de vous retrouver ici en fin d'après-midi avec des amis qui vont animer ces débats. Je pense à Dominique, Olivier, qui nous suit en direct du Canada. Je ne sais pas quelle heure il est chez toi, Dominique. On n'entend pas, on va l'entendre. Je salue évidemment Loïc Blondiot qui est dans notre conseil scientifique et qui a été particulièrement engagé dans la conférence citoyenne. Et puis Chantal Joanneau, la présidente de la Commission nationale du débat public. Je suis ravi que vous soyez aussi nombreux pour le lancement de notre ouvrage collectif « La démocratie bousculée, quel renouvellement pour notre démocratie et nos systèmes de décision ». Alors pourquoi un tel projet ? Évidemment, le constat, c'est que la démocratie est fragilisée. C'est un constat latent depuis des années. Ça s'est évidemment révélé encore davantage avec la crise des Gilets jaunes. Tout le monde constate qu'il y a un fossé de plus en plus important entre les décideurs et les citoyens. Et nous avons donc une nécessité de repenser nos manières de décider, de mieux associer les citoyens et les parties prenantes. Et c'est pour cette raison que Décider Ensemble a demandé à diverses personnalités d'écrire leur vision de notre démocratie aujourd'hui et leurs propositions pour la renouveler. Je voulais vraiment remercier tous ceux qui ont été nombreux à se prêter à cet exercice. C'est un ouvrage qui a été lancé, je voulais l'indiquer, avant la crise du Covid, mais dont les questionnements résonnent d'autant plus qu'aujourd'hui. Cette crise qui a montré le centralisme de nos décisions en France, mais aussi l'agilité des collectivités et des décideurs locaux à s'organiser, à s'adapter. L'enjeu est de ne pas nous replier sur nous-mêmes, mais au contraire de penser l'après ensemble, d'anticiper de nouvelles crises, notamment celles liées au changement climatique. On a vraiment besoin d'un virage à 180 degrés et nous devons le prendre en associant les citoyens pour que chacun consente à rénover notre organisation économique, sociale vers un modèle plus équilibré, plus soutenable. J'ai quelques propositions que je voulais mettre au débat, on en parlera peut-être tout à l'heure. La généralisation de référendums à choix multiples réguliers déclenchés par voie de pétition ou à la demande du Conseil économique, social et environnemental, l'abaissement du seuil de déclenchement des référendums d'initiative partagée, la création de niches législatives citoyennes, des pistes nombreuses, comme vous pourrez le découvrir à travers diverses contributions de notre ouvrage. Toutes ces contributions ne sont pas d'accord sur des solutions, tous les contributeurs ne sont pas d'accord sur des solutions, mais tous encouragent à repenser notre démocratie et la place des citoyens. Pour conclure, c'est un ouvrage disponible sur notre site internet. C'est un travail que nous souhaitons inscrire dans la durée avec de nouvelles contributions dans ces prochains mois pour avoir le témoignage de nouveaux acteurs et vivre cette réflexion dans la durée. Alors, je voudrais peut-être passer rapidement la parole à nos trois intervenants, peut-être Dominique, Chantal et Loïc, et pour qu'ils se présentent très très rapidement, et puis ensuite leur redonner la parole pendant 5 à 7 minutes sur le regard que vous portez sur la participation citoyenne, comment la développer, comment la renforcer. On va peut-être commencer par Dominique. Merci Bertrand. Je voulais juste redire un mot pour les derniers arrivants, juste pour leur préciser que s'ils souhaitent poser des questions à nos intervenants, il faut les poser donc dans Q et R, pas dans Converser, c'est dans Q et R
que nous ferons remonter les différentes questions. Merci beaucoup. Et donc, je vous laisse chacun de nos intervenants se présenter rapidement. Dominique, Olivier, je vous laisse commencer. Alors, bonjour, merci beaucoup de l'invitation. Ça me fait très plaisir de vous joindre. Pour nous, à Montréal, Bertrand, il est 12h15, donc presque l'heure du déjeuner. Il fait très beau, c'est une belle journée, donc on est content. Mon nom est Dominique Olivier, je suis la présidente de l'Office de consultation publique de Montréal, qui est un organisme défini dans la Charte de la Ville de Montréal comme celui qui tient les consultations, notamment sur le plan d'urbanisme, mais également sur une foule de sujets qui nous sont confiés par le comité exécutif ou par le conseil municipal de Montréal, notamment, ou encore depuis quelque temps, depuis en fait 4 ans maintenant, la question, tout ce qui relève du droit d'initiative citoyen, donc qui peut être le désir de citoyens de faire remonter un sujet et de forcer la tenue d'une consultation publique là-dessus. Notre dernier sujet, le rapport était public il y a 2 semaines, c'était le racisme et la discrimination systémique dans les compétences de la ville. Merci beaucoup. Chantal Joanneau. Merci beaucoup. Merci à Décider Ensemble et à Bertrand et Sarah de cette initiative. Bonjour à toutes et à tous. Alors, moi, je suis donc la présidente de la Commission nationale du débat public, qui est une autorité administrative indépendante, qui a été créée en fait il y a 25 ans pour organiser ou garantir la participation de tous les citoyens qui le souhaitent sur, on va simplifier, les grands projets qui ont un impact sur l'environnement. Donc, depuis 25 ans, on a garanti environ 400 procédures participatives. On en a 150 en tout, et ce sont sur des débats en général sur des gros projets. Par exemple, là, nous avons les débats publics sur les projets de parcs éoliens en mer au large de la Normandie, au large de la Bretagne, à Dunkerque. On a un débat à La Réunion sur le réaménagement de Saint-Denis de la Réunion. Donc, vous voyez, c'est toujours des gros projets, mais toujours qui ont un impact environnemental. Et ça n'est jamais un choix, une volonté des maîtres d'ouvrage, c'est toujours une obligation qui a été fixée par la loi il y a plus de 25 ans. Merci beaucoup. Et on finit par donc Loïc Blondiot, à qui je propose, en plus de se présenter, peut-être d'enchaîner en répondant à la question de Bertrand Pancher sur le constat global. Enfin, quand on voit l'ensemble des contributions, vous verrez, tout le monde est d'accord sur le constat global. Notre démocratie, nos systèmes de décision aujourd'hui sont en difficulté. Donc, je ne souhaite pas forcément revenir sur ce constat parce que lors de ce webinaire, même si, voilà, si vous le souhaitez, vous pouvez, mais j'ai envie plutôt d'aller sur les solutions. Et parmi les solutions, il y a cette idée de démocratie participative, de mieux associer les citoyens. Est-ce que ça marche aujourd'hui? Quel est le panorama aujourd'hui en France? Et puis, comment renforcer cette dimension? Voilà, je laisse la parole à Loïc Blondiot. Bon, je vais essayer d'être très rapide et de laisser beaucoup de temps pour les questions. Alors, pour me présenter, donc moi, je suis chercheur, prof en sciences politiques. Je travaille sur la démocratie participative depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant. Et j'ai aussi un certain nombre d'engagements à la fois dans le champ académique. J'ai dirigé une revue académique qui s'appelle Participation et qui traite de toutes ces questions. Co-fondé un réseau qui s'appelle le GIS, Démocratie participative, qui regroupe tous les chercheurs francophones travaillant sur cette question. Et parmi mes autres engagements récents, je viens de rejoindre, et j'en suis très honoré, la Commission nationale du débat public en tant que personnalité qualifiée. Et j'ai fait partie du comité de gouvernance de la Convention citoyenne pour le climat, qui s'est achevée il y a 2 semaines maintenant, un peu plus de, presque 2 semaines, et qui, me semble-t-il, et sur laquelle je vais revenir en fin d'intervention, et qui peut-être dessiner une nouvelle forme d'association des citoyens au processus de décision, ainsi qu'on appelait Bertrand. Alors,
en 5 minutes, 5-7 minutes. Le cadre, donc maintenant tout le monde l'a bien intériorisé. C'est une menace mortelle sur les institutions démocratiques qui non seulement sont fragiles, c'est vraiment un euphémisme, qui aujourd'hui sont menacées par différents processus. Un processus de dévitalisation interne, c'est-à-dire que ces institutions ne créent plus de croyances, ne créent plus de confiance, ne paraissent plus légitimes pour tout un ensemble de nos concitoyens et finalement leur affaiblissement leur interdit de produire les décisions légitimes ou les formes d'autorité qui apparaissent aujourd'hui impératives dans le cadre de la crise systémique auquel nous sommes confrontés et qui a beaucoup à voir avec le changement climatique, l'érosion de la biodiversité et le caractère non viable du système capitaliste tel que nous l'avons organisé jusqu'à présent. Et donc, au moment où il conviendrait plus que jamais de prendre des décisions importantes, fortes, impliquant des sacrifices et des choix absolument nécessaires à maintenir la viabilité de nos sociétés humaines, ces institutions démocratiques n'en sont plus capables. Par ailleurs, du fait de leur affaiblissement, apparaissent aujourd'hui comme plausibles d'autres formes de gouvernement beaucoup plus autoritaires. On est en fait dans pas mal de pays dans une zone grise entre des régimes autoritaires et des régimes démocratiques. C'est ce qu'on a appelé des démocraties libérales, illibérales, telles qu'on les observe en Europe de l'Est. Mais on voit bien que dans des vieilles démocraties, l'arrivée au pouvoir de leaders populistes les menaces de l'intérieur et on assiste aujourd'hui à une sorte de subversion de l'intérieur par les gouvernements eux-mêmes des principes, des logiques qui prévalaient jusqu'à présent et qui rendaient ces démocraties représentatives alors pas tout à fait conformes à l'idéal démocratique d'origine, mais qui les en rapprochaient. Donc voilà, le constat, il est unanimement partagé. Maintenant, quels sont les antidotes à ces phénomènes? En fait, on cherche, me semble-t-il, en ce moment, dans différentes directions, qui ne vont pas toutes dans le même sens, mais qui, à mon avis, méritent toutes d'être explorées. Il y a d'abord les revendications fortes qui ont été émises notamment par un mouvement comme le mouvement des Gilets jaunes, autour de l'initiative citoyenne, à travers la mesure du référendum d'initiative citoyenne. Et cette piste référendaire et cette piste de l'initiative citoyenne, c'est une piste qui, et j'en suis d'accord, je suis tout à fait d'accord avec les propositions de Bertrand, doit être explorée. Il faut être infiniment moins prudent avec l'initiative parce qu'aujourd'hui, on a privé les citoyens de la possibilité de mettre sur l'agenda un certain nombre de questions, sur l'agenda politique, et on ne les associe pas à des changements structurels. La deuxième piste, c'est la piste de ce que je pourrais appeler le municipalisme. En fait, on assiste aujourd'hui à un processus de relocalisation de la démocratie avec la revendication par un certain nombre d'acteurs locaux de la possibilité de faire naître des formes de vie démocratiques authentiques à l'échelle locale, là où la situation paraît particulièrement verrouillée à l'échelle nationale, à travers des concepts comme le municipalisme, à travers des concepts comme les communs et la gouvernance participative des communs, à travers le phénomène des listes participatives. Je vous rappelle qu'une soixantaine, alors c'est encore peu, mais ça commence à devenir significatif, une soixantaine de listes participatives ont gagné aux dernières élections municipales en France, à travers des théoriciens qui essayent de
démontrer que c'est à l'échelle locale désormais qu'il faut penser à la fois la gouvernance des composantes naturelles qui conditionnent notre vie humaine sur Terre, c'est-à-dire, voilà, c'est la gestion des ressources naturelles doit se faire à cette échelle, mais aussi l'association des citoyens, finalement, à la fabrique de leur destin doit se faire à cette échelle. Et puis, il y a une troisième voie, qui est une voie qui me semble plus étroite, plus complexe encore, qui est de dire que les dispositifs classiques de la représentation politique, y compris à l'échelle nationale, à l'échelle locale ou à l'échelle nationale, doivent s'accompagner, être complétés par des mécanismes de ce que l'on appelle la démocratie délibérative, c'est-à-dire qui associe véritablement les citoyens au processus de construction de la décision. Il ne s'agit en aucun cas de transférer le pouvoir de décision aux citoyens, c'est d'inclure des acteurs différents dans les cercles qui contribuent à former la décision. Aujourd'hui, en fait, les décisions sont prises par les élus avec des experts et sous la pression de groupes d'intérêt qui ne représentent pas forcément l'ensemble des sensibilités, l'ensemble des expériences qui composent la société. Et donc, cette démocratie délibérative, de mon point de vue, elle doit enrichir la démocratie participative. Et l'expérience, j'en terminerai par là, je ne veux pas être trop long, l'expérience de la Convention citoyenne pour le climat, qui vient à la suite de beaucoup d'autres. Il y a un rapport de l'OCDE qui est sorti en juin, qui recense 286 expériences d'assemblées citoyennes fondées sur le tirage au sort et qui en fait une forme d'inventaire raisonné et assez clair. Ce rapport nous montre que c'est une voie qui aujourd'hui est très expérimentée. Nous l'avons fait en France. J'espère que cette expérience aura démontré une des deux choses qu'il fallait démontrer au départ, démontrer que c'était un apport considérable que de permettre à un groupe de 150 citoyens tirés au sort de réfléchir à un problème majeur et d'une complexité immense. Ils l'ont fait, ils ont été à la hauteur, ils ont produit des propositions qui ont fait l'objet d'un consensus, qui ont intégré la justice sociale et qui sont à la hauteur du mandat qui leur avait été confié. Ce qu'on n'est pas sûr d'avoir véritablement démontré, c'est la capacité du système politique et des acteurs politiques traditionnels, donc des acteurs de la démocratie représentative, à tenir compte véritablement de ces propositions citoyennes et à entamer véritablement un processus de discussion avec les citoyens à l'origine de ces propositions qui permettent peut-être de les traduire dans la loi. Les signaux qui nous arrivent depuis le début de la semaine, là, ne sont véritablement pas favorables. Voilà. Merci beaucoup Loïc. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions dans Q et R. On les note au fur et à mesure et on y reviendra à la fin des interventions. À moins que Bertrand Pancher, vous souhaitiez réagir à ce que vient de dire Loïc, et puis ensuite on pourra passer à Chantal Joanneau. Non, alors Chantal Joanneau, je vous laisse poursuivre. Merci beaucoup. J'espère que les auditeurs ne vont pas se lasser parce qu'en fait, on est assez dans la même ligne avec Loïc. C'est pas surprenant. Je vais essayer de faire une présentation la plus cadrée possible pour que ce soit facile à suivre à distance. D'abord, quand même, un tout petit point sur le regard qu'on porte sur la participation en France de manière très scolaire. Il y a quand même des points extrêmement positifs en France sur la participation. Il faut en être conscient. D'abord, on a dans le champ environnemental un dispositif institutionnel de participation qui est très cadré, qui est assez fort. Il est assez fort puisqu'il y a une obligation même des maîtres d'ouvrage de soumettre à participation leur projet et pas de soumettre à la participation d'un petit nombre, mais que tous les citoyens qui ont envie de s'exprimer sur le sujet puissent le faire. Et ça, c'est fort. C'est inscrit dans la loi, ça est inscrit depuis 25 ans et c'est un point extrêmement positif.
Le deuxième point qu'on constate depuis ces dernières années, alors la demande croissante de participation, ça, tout le monde l'a vu, hein, mais nous, ce qu'on voit dans nos débats, parce qu'on les fait partout à travers la France, hein, y compris dans des petites collectivités jusqu'à des grands débats nationaux, y compris par exemple sur la politique agricole commune, c'est que la question environnementale, elle prend une ampleur, mais maintenant majeure. C'est-à-dire qu'auparavant, si vous aviez un projet, on a eu par exemple le débat sur la construction du futur terminal de Roissy. Auparavant, il est sûr que la question de l'emploi aurait été la question première. Là, la question première a été, mais pourquoi est-ce que vous faites ça au moment où la France s'est engagée sur les accords de Paris? Et donc, vraiment, la question environnementale est sur le devant systématique de l'ensemble des débats publics. Troisième point, la participation, elle n'est pas plus conflictuelle qu'avant. La société n'est pas plus conflictuelle qu'avant. En tout cas, c'est parce que nous, on constate. Et quand bien même, d'ailleurs, elle le serait dans le domaine environnemental, ce n'est pas illégitime. Moi, ça m'a toujours frappé. Le conflit est légitime dans le domaine social, il est légitime dans le domaine économique, il ne l'est jamais dans le domaine environnemental. C'est quand même assez étonnant. Donc, elle n'est pas tellement plus conflictuelle, mais elle est plus défiante. Et c'est ça qui est préoccupant, parce que ça incite beaucoup de citoyens à contourner finalement les dispositifs institutionnels. Et là où elle est faible, c'est ce que disait Loïc à l'instant, c'est dans son lien à la décision. C'est en quoi la participation du public, son expression, sa parole est prise en compte dans la décision. Et là, la loi française est particulièrement faible, y compris dans le domaine de l'environnement. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait développer? Est-ce qu'il y a D'abord, on peut tout à fait développer le champ de la participation, parce que le droit de tout public, vraiment de toute personne, à participer aux décisions est clairement ouvert dans le domaine de l'environnement. Dans les deux autres domaines, ça n'est pas aussi poussé. Dans les autres domaines, ce sont soit des corps constitués, donc on est plus dans le champ de la concertation que dans celui de la participation, mais en tout cas, il n'y a pas ce droit incontournable imposé à l'ensemble des maîtres d'ouvrage. Le deuxième élément qui serait extrêmement important, c'est de développer cette culture de la participation. Elle est très faible chez les maîtres d'ouvrage, que ce soit des décideurs privés ou publics. Elle est aussi assez faible dans le public qui n'a pas cette culture de l'argumentation. C'est-à-dire que nous, on ne fait pas des sondages d'opinion. Notre préoccupation n'est pas de savoir ce que l'on pense d'un projet, s'il y a X% favorable à un projet ou contre un projet, mais le pourquoi. Pourquoi vous êtes opposé à la construction du nouveau terminal 4? Et derrière le pourquoi, on a des arguments qui, eux, sont extrêmement intéressants parce qu'ils permettent justement d'aller au fond des choses et de construire des voies d'avenir. Et l'autre élément au-delà de développer le champ de la participation, clairement, il faut la renforcer. Alors à l'échelle de la territorialisation, ce que Loïc a appelé la municipalisation, mais vraiment, c'est une clarté aujourd'hui limpide. Tout ce qui se passe à l'échelle des territoires, en termes de participation, c'est extrêmement fructueux. Parce qu'il y a ce contact direct entre le public et le décideur qui fait que le décideur est vraiment à l'écoute et qui va prendre en compte dans la construction de son projet des options qu'il n'avait pas nécessairement imaginé que le public va lui apporter, ce qu'on n'a pas autant quand le décideur est loin. C'est peut-être une évidence pour tout le monde, mais nous, on le vit au quotidien dans nos procédures participatives. Le deuxième élément pour renforcer la participation, ce serait de créer un droit du citoyen au débat, juste déjà de débattre. Nous, on a eu plein de citoyens qui nous ont demandé d'organiser un débat sur le Roissy. Alors, Roissy, pas simplement la question de la privatisation, hein, mais l'ensemble de la question de l'aéroport de Roissy, ou sur d'autres sujets. On a eu des sollicitations sur la 5G, par exemple, mais ce droit au débat n'existe pas. Il faudrait qu'il y ait plus de 500 000 citoyens qui puissent nous saisir dans un système tellement contraint que ça n'a jamais eu lieu. D'ailleurs, c'est pareil au Conseil économique et social et environnemental. C'est tellement compliqué pour le CESE que cette initiative de citoyens n'a jamais pu voir le jour. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a un droit du citoyen au débat, parce que même s'ils nous saisissent, c'est qui paye le débat public. Il n'y a aucun budget qui est prévu à cet effet. Le troisième élément, un droit au débat et un droit à la réponse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la réponse, par exemple, de l'État, on a fait des débats sur la politique, la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie, extrêmement intéressant ce débat. Le débat montrait que la première préoccupation des personnes, c'était l'injustice sociale, ce qu'ils ressentaient comme l'injustice sociale liée à la transition écologique.
C'était en juin 2018. On l'a signifié au gouvernement. On a eu une réponse du gouvernement qui tenait, mais même pas sur une page, à peu près, d'ailleurs juste une face de la page. Et or, il nous semblerait légitime que tous les arguments qui sont portés par les citoyens doivent recevoir une réponse. Elle peut être négative. Moi, et c'est vrai, bon, Loïc, je ne jugerai pas la réponse évidemment du gouvernement à la Convention citoyenne sur le climat. Moi, au départ, j'ai trouvé que ça prenait plutôt bonne forme, notamment quand le président de la République a dit telle recommandation, je ne la prends pas pour telle raison. Et ça, j'ai trouvé que c'était effectivement assez bien. Alors depuis, effectivement, on voit qu'il y a des reculs moins expliqués sur certaines propositions, mais ce droit à la réponse argumenté, complet, qui ferait par exemple que sur un projet, prenons un projet de construction de centrales nucléaires, il n'y en a pas, mais c'est une hypothèse. Si sur ce projet, le maître d'ouvrage, donc l'État, n'a pas apporté toutes les réponses, qu'elles soient positives ou négatives, aux arguments soulevés pendant le débat, le projet ne peut pas poursuivre la suite de son instruction. Donc le public serait garanti d'avoir la complétude de la réponse. Ce serait un énorme droit pour lui, parce que le public peut tout à fait comprendre qu'on dise non, mais il a le droit de savoir pourquoi on dit non. Et faut-il aller plus loin sur de la codécision? Aujourd'hui, la participation en France est un éclairage du décideur, un éclairage de la décision. Donc moi, j'irais juste plus loin en demandant qu'il y ait une réponse à cet éclairage. Faut-il aller vers de la codécision? Là, on change de registre. On entre réellement dans un registre politique. Et je ne fais plus de politique, donc ça n'est pas mon registre. Merci beaucoup. Je vais enfin donner la parole à Dominique Olivier. Je rappelle à tout le monde que vous pouvez poser vos questions dans Q et R, qu'elles sont bien prises en compte, notées, et qu'on essaiera d'en poser le maximum à nos intervenants à la fin. Je rebondis sur quelque chose que je disais un peu, Chantal Joanneau, et que vous avez écrit, Dominique Olivier, que je trouve assez intéressant. Donc, vous avez un regard extérieur depuis le Québec sur la France, et vous dites que ce que vous percevez, c'est que la majorité de nos dispositifs semble avoir été conçu pour entendre, mais pas forcément pour être une aide à la prise de décision des élus. C'est un constat, c'est assez dur, mais qui est sans doute vrai sous plein d'aspects. Donc voilà, je voulais avoir un peu votre regard sur la participation citoyenne en France, et puis peut-être la comparer un peu avec ce qui se passe aujourd'hui à Montréal, au Québec. Bien, merci beaucoup de la question. Je dois vous avouer effectivement que nous poursuivons. Moi, je suis à la tête de l'Office depuis maintenant 6 ans. Nous poursuivons des échanges constants depuis tout ce temps-là, tant avec vous à Décider ensemble qu'avec différents types d'organisations, de villes, pour essayer, au fond, de croiser nos regards finalement sur chacun de nos pratiques et les enrichir de part et d'autre. Et je dirais que de façon générale, c'est ce que je constate. En ce qui a trait aux techniques d'animation du débat public, en ce qui a trait, je dirais, à la créativité, on a trouvé chez les cousins français un très grand nombre d'inspirations, de techniques qu'on a adaptées, puis ensuite qui sont reparties chez vous, que vous avez réadaptées de nouveau, et qui fait en sorte que je partage le constat qu'ont fait les précédents, que tout au moins, les intervenants précédents, que tout au moins au niveau local, la culture de la participation est en train de se développer et qu'on arrive assez bien, je dirais, à mettre l'intelligence collective au service de l'amélioration de projets. Quand on regarde ce qui se fait en France, c'est sûr que on voit, en tout cas, moi j'ai vu émerger depuis quelques années une demande qui est grandissante de la part des citoyens qu'ils aient une place dans le mécanisme de prise de décision, un peu ce dont parlait Chantal Joanneau précédemment. Et quand on regarde cette demande-là, on n'a pas l'impression qu'elle est répondue. Je pense à des grands exercices comme votre grand débat que vous aviez fait après tout l'épisode des Gilets jaunes. Je trouve qu'il y a eu des choses très, très, très intéressantes qui se sont faites, de le descendre au niveau local et tout, ça va. Mais on ne perçoit pas quelle est la réponse à cette demande-là. Je vous dirais, on a écrit tous nos trucs avant cette crise, cette pandémie mondiale qu'on vit actuellement.
moi, je vous dirais qu'on remarque encore plus d'appétit. Hein. On a fait au Québec, enfin, on a fait à Montréal récemment, nous, une petite enquête auprès des gens qui ont participé à nos processus depuis quelques années et de la population en général pour dire, est-ce que dans le contexte qu'on vit actuel, avez-vous la disponibilité d'esprit pour continuer à participer à des exercices délibératifs ou des exercices participatifs? Et tout le monde nous a répondu, je pense à 87 ou 88 oui, absolument, il faut reprendre le plus rapidement possible des exercices participatifs. Donc, il y a une soif, il y a un appétit pour ce genre de processus-là. Maintenant, la question qui se pose, c'est quel type de rétroaction on donne. Et là-dessus, je vous dirais que même chez nous au Québec, il n'y a pas de différence. Notre plus grand combat, c'est de faire admettre que le citoyen a droit à une réponse et à une réponse complète sur les raisons qui ont fait qu'on a ou pas, ou en fait ce qu'on a fait de son idée, indépendamment que les gens y aient acquiescé ou non. Il faut savoir comment ça a cheminé et quels ont été les processus, parce que sinon, sans cet effort de transparence-là, les exercices participatifs ne sont au fond que des exercices très sympathiques, mais qui ne sont pas des leviers de transformation sociale. Et ma perception, c'est ce que le citoyen demande, tant chez vous que chez nous à l'heure actuelle, c'est cette capacité d'accéder aux leviers de transformation sociale. Il identifie des problèmes. On a une série de personnes, je dirais, qui sont ce qu'on appelle chez nous des gérants d'estrade. Je pense que chez vous, on les appelle des yaka. Il n'y a qu'à faire ci, il n'y a qu'à faire ça, mais qui ne passent pas le test de la réalité. Mais il y a un ensemble de personnes qui veulent aussi être partie prenante de la solution, tant au niveau de l'imaginer collectivement que de la mettre en œuvre par la suite. Je me rends compte que plus grand est l'exercice de participation citoyenne, plus les gens veulent être associés à la mise en œuvre des décisions qui vont suivre. Donc, je vous dirais, grosso modo, c'est un peu ça, notre regard croisé. Merci beaucoup, Bertrand. Je vous laisse la parole. Oui, je veux bien dire deux mots parce que je vais être obligé de vous quitter. J'ai un coup de téléphone, mais je vais revenir juste après. Je suis vraiment très heureux là, des interventions là, de Chantal et Loïc, sur lesquelles je n'ai absolument rien à redire. Je remercie Dominique pour son regard extérieur. On a l'habitude de se voir. C'est vrai qu'on a le sentiment que dans notre pays, on parle beaucoup de concertation et on a beaucoup de difficultés à structurer les processus de concertation. C'est parce qu'on est dans un pouvoir centralisé qui a vraiment beaucoup de difficultés à lâcher du lest. Alors, ou bien on dit on fait tout de suite de la démocratie directe, c'est-à-dire le rapport du chef et du peuple, la vraie, ou bien on élude et on ne tient pas compte des concertations qui sont mises en place. Alors que le vrai sujet dans notre pays, c'est vraiment de structurer tous les processus de concertation. Il y a vraiment beaucoup à dire sur ce sujet. Moi, je suis frappé. J'ai eu la chance la semaine dernière d'être reçu à l'Élysée par le président de la République qui recevait l'ensemble des groupes politiques. Et évidemment, j'ai reparlé, Loïc, de la conférence citoyenne. Et j'ai dit au président, bon, il y a un bel outil, mais ce qui me paraît important, c'est évidemment d'infuser l'amont, c'est-à-dire l'ensemble de nos concitoyens. Moi, je voyais très bien la généralisation de débats décentralisés, parce qu'il y a certains sujets qui ont besoin d'être portés par toute la population. Et puis, en aval, des propositions qui auraient besoin d'être peut-être un peu plus maturées avec les représentants de la société civile. Alors, je ne sais pas si c'est la bonne stratégie. Bon, mais on voit bien qu'on a besoin d'embarquer la société tout entière à travers vraiment des dispositifs pérennes, ce qui n'est pas le cas actuellement. Voilà, je vous quitte, je reviens dans quelques instants. Merci beaucoup, Bertrand. Ce que je vous propose, c'est comme il y a déjà beaucoup de questions posées,
Je vais donner la parole à Katarina Zugel. Je la remercie ainsi que Tatiana Tferodi, qui sont mes collègues au sein de Décider Ensemble. C'est elles qui suivent toutes vos questions. Et je vais donner donc la parole à Katarina pour qu'elle puisse transmettre les questions à nos 3 intervenants. Bonjour à tous et toutes. Donc, il y avait toute une sorte de questions autour de la Convention citoyenne. Donc, peut-être on peut faire un tour de table autour de ça. Surtout pour Chantal, Macron, il a annoncé que la CESE devrait devenir la chambre pour les conventions citoyennes. Comment vous vous positionnez par rapport à ça? Mais il y avait aussi plusieurs questions autour de qu'est-ce que c'est en fait la différence entre la démocratie délibérative et représentative et comment on peut imaginer que ces deux coexistent. Et aussi une dernière autour des propositions de la Convention qui ont quand même évoqué aussi beaucoup de scepticisme parmi la population. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y avait pas assez de publications de leurs débats? Quel était en fait le rôle des médias pour faire connaître la Convention? Quel rôle jouent les experts et comment est-ce que 150 citoyens peuvent être représentatifs de la population? Et après, un regard un peu plus critique, Dominique, comment vous jugerez cette convention? Quel est votre regard sur cette démarche qui vient de se tenir en France? Peut-être qu'on peut commencer par Loïc, qui, je rappelle, était membre du comité de gouvernance de cette convention citoyenne, peut-être notamment sur la différence entre démocratie participative délibérative, sur la médiatisation de ces débats, sur la représentativité des 150 citoyens. Voilà un peu votre regard sur ces différentes questions, ces différentes potentielles critiques à cet exercice. Attention, vous n'avez pas le micro. Ouais. D'accord. Oui, sur la différence entre démocratie participative et démocratie délibérative, il ne faut pas me lancer parce que ça peut prendre du temps. En fait, ça renvoie à deux traditions de pensée, à 2 courants théoriques assez différents. La démocratie délibérative, c'est vraiment une vision de la démocratie dans laquelle une décision n'est légitime qu'à la condition qu'elle ait pu être débattue au préalable par tous ceux qui sont concernés par elle. La démocratie participative, en fait, s'intéresse moins au processus de construction de la décision qu'à la possibilité pour un grand nombre d'individus de participer à la politique. Alors voilà, en fait, ce sont vraiment 2 concepts qui sont relativement voisins, qui se superposent, mais ce qui caractérise la démocratie délibérative, c'est vraiment l'insistance sur l'argumentation, sur le débat. La démocratie participative peut être beaucoup moins exigeante sur la qualité du débat, à condition que les citoyens, d'un certain point de vue, puissent s'exprimer. L'idée d'une confrontation, d'un certain point de vue, des points de vue, est moins présente dans la démocratie participative, mais en fait, les 2 choses se recoupent. La bonne nouvelle de la Convention citoyenne, et en tout cas depuis quelques années, c'est qu'en France, le concept de démocratie délibérative commence vraiment à se faire une place, alors qu'il s'est fait depuis très longtemps une place dans les pays anglo-saxons notamment. Parce qu'en France, effectivement, la démocratie délibérative est toujours comprise comme une sorte de substitut à la démocratie représentative, puisque pour nous, la délibération, c'est la décision, alors que pour la tradition de pensée que je revendique, qui est celle de la démocratie délibérative, c'est tout ce qui est préalable à la décision qui importe, pour qu'elle puisse être à la fois plus ajustée aux problèmes qu'elle est censée résoudre et plus juste au regard de ceux qui ont été pris en compte dans sa construction, dans sa formation. Alors, est-ce qu'on doit s'inquiéter des critiques qui ont été portées à la Convention citoyenne? Ma réponse est non.
Au contraire. Le vrai problème de la démocratie participative, jusqu'à présent, c'est qu'elle n'était pas du tout prise au sérieux. En fait, elle était vue avec beaucoup de condescendance par beaucoup d'acteurs. Elle était considérée comme une sorte de divertissement, hein, disons les choses, qui n'avait pas véritablement beaucoup de conséquences. Là, il me semble qu'elle témoigne, ces critiques, notamment lorsqu'elles proviennent de représentants des élites médiatiques proches notamment des milieux économiques, ça témoigne d'une vraie préoccupation. C'est-à-dire, et si finalement ce type d'outil était en mesure d'influencer sérieusement la décision, et je pense qu'elle témoigne finalement de ce que j'ai pu appeler une forme de début de panique, parce que ce qu'a démontré la Convention citoyenne, c'est que les propositions des citoyens indiquaient un vrai changement systémique. En plus, elles venaient de citoyens, donc elles étaient beaucoup moins critiquables d'un certain point de vue que si elle venait d'élus. Voilà, donc il y a eu vraiment, et puis chez un certain nombre de critiques, il y a aussi cette peur, à mon avis viscérale, d'être court-circuité. Que ce soit les parlementaires, que ce soit les experts, on a vu quelques experts de l'environnement extrêmement critiques qui ne peuvent pas concevoir que des citoyens soient capables de ça, soient suffisamment compétents et puissent suffisamment s'armer intellectuellement pour produire quelque chose d'une aussi grande qualité. Donc, moi, il me semble que malgré tous les problèmes qu'a suscité cette médiatisation, notamment la focalisation sur les 110 km/h, mais ça a été aussi un moyen de communication formidable. Il y a maintenant beaucoup de gens qui ont entendu parler de la Convention citoyenne, qui peuvent considérer que c'est une fumisterie, mais qui au moins en ont entendu parler. Or, ce déficit de connaissances, c'était ce dont nous souffrions. Et puis, dernière chose, je suis frappé aussi par finalement le fait que le tirage au sort, d'un certain point de vue, n'est plus contesté de manière radicale que de manière marginale. En fait, quelque chose qui apparaissait encore il y a quelques mois et a fortiori il y a quelques années comme une aberration totale, le fait de tirer au sort un échantillon de citoyens n'est pas considéré comme normal, mais peut être envisagé comme une forme possible de la représentation démocratique. Alors j'en viens aux deux dernières questions qui m'ont été posées. En quoi 150 citoyens représentent-ils le reste de la population? D'abord, les 150 citoyens ont été choisis de façon à représenter au mieux qu'il est possible, avec 150 citoyens, la diversité des composantes de notre société. On a été extrêmement rigoureux et vigilants de ce point de vue-là, et jusque et y compris en termes d'attitude à l'égard de l'environnement. On nous a fait beaucoup la critique qui disait ce sont des volontaires, ils avaient une prédisposition à s'intéresser à l'environnement, donc ils ne sont pas représentatifs. Ça n'est pas vrai du tout. Il y a un chercheur de l'École d'économie de Paris qui a fait au même moment, avec les citoyens au début du processus et avec un échantillon de 1000 Français qui leur a posé les mêmes questions sur l'environnement, et il n'y a pas de différence significative entre les deux au regard de l'attitude à l'égard du changement climatique. Pour nous, ça c'est la preuve que ces citoyens étaient représentatifs. Et puis, la représentation, qu'est-ce que c'est? C'est un effet de croyance. Pour que finalement la représentation performe, pour qu'elle soit efficace, pour que des gens se sentent représentés, il faut qu'ils croient dans la fiction de la représentation. Il faut qu'ils acceptent. Hein, c'est ce que Michael Saward appelle the representative claim. En fait, il y a des gens qui peuvent dire, voilà, je vous représente, tant que ceux qui sont concernés l'acceptent, ils deviennent des représentants légitimes. Et donc, ces 150 citoyens tirés au sort, d'un certain point de vue, dessinent une autre forme de représentation que celle qui repose sur l'élection, à un moment où l'élection ne produit plus véritablement, comme je l'ai dit, de croyances, de légitimité suffisante. Le pari, c'est que les citoyens qui n'ont pas participé se représenteront beaucoup plus facilement au travers et accepteront plus facilement ce que vont dire d'autres citoyens. Et je crois qu'on n'en est pas très très loin
Et ce serait une mutation politique formidable. Quand on regarde finalement les enquêtes d'opinion, hormis la question des 110 km/h, les citoyens sont très en accord. L'ensemble des citoyens français sont plutôt d'accord avec les propositions des 150 citoyens. Dernier point, on a voulu nous attaquer aussi sur les experts. Pas de démocratie délibérative sans mise à disposition d'experts, c'est-à-dire sans confrontation entre les citoyens ordinaires et les experts. Le tout, c'est de démontrer que le processus n'a pas été biaisé, n'a pas été instrumentalisé. Et ceux qui nous critiquent sont relativement paresseux parce qu'ils sont incapables finalement de démontrer que les 139 experts que les citoyens ont interrogés, qu'ils ont pu interpeller, avaient une vision biaisée des questions en jeu. Ils n'arrivent pas à le démontrer, donc de mon point de vue, leur critique est complètement non recevable. Voilà. Merci, merci beaucoup. Je vais donner maintenant la parole à Chantal Joanneau pour réagir un peu et compléter si vous le souhaitez. Et puis, il y avait cette question donc, du CESE qui a été présentée comme la chambre de conférence des citoyens, peut-être réagir à cela. Et puis enfin, quel regard Dominique Olivier porte sur ce grand exercice pour clore sur ce chapitre, même s'il y a encore des questions, mais comme on a plein de choses à aborder, je vous laisse la parole. Oui, merci. Alors, après, c'est vrai que c'est le gros sujet d'actualité, donc c'est logique que ça nous occupe une bonne partie de ce webinaire. Donc, je voudrais rassurer la personne qui vous a posé une question entre CESE et CNDP. La CNDP, dans son existence, depuis sa création, est à peu près attaquée tous les ans. Il y a des projets de loi de suppression de la CNDP tous les ans, des propositions. Mais c'était à la base parce que la participation en elle-même dérangeait d'ailleurs. Là, en fait, il n'y a pas du tout de contradiction et d'opposition entre l'exercice du CESE et son évolution qui est a priori proposée et ce que nous faisons à la CNDP, parce qu'en fait, nous avons un champ d'intervention très différent. La CNDP, comme je vous le disais, est vraiment centrée sur le champ de l'environnement, quand le CESE peut intervenir sur tout sujet, que ce soit environnemental, social, économique ou autre, ou question de société. D'autre part, on a des fonctions qui sont très différentes. Le CESE est d'abord une assemblée qui représente ce qu'on appelle la société civile organisée, donc les associations, les syndicats, le patronat, donc tout ce qui est corps constitué, et qui émet des avis. Il émet des avis sur différents sujets. Donc, ce qui est a priori proposé, en tout cas ce qu'on en a compris, parce qu'on n'a pas encore le texte définitif, c'est que ces avis puissent être éclairés et intégrer la parole de citoyens qui seraient tirés au sort et qui seraient donc organisés sans doute via des conventions citoyennes. En tout cas, que les avis du CESE intègrent bien cette parole de citoyens, et ça, c'est quand même une très très bonne chose, on ne peut que s'en réjouir. Chez nous, c'est très différent parce que la CNDP n'émet pas d'avis. C'est très différent. Nous, on est des sortes de porte-parole du public, ou en tout cas de photographes neutres. Donc, on retranscrit fidèlement les arguments du public, ce que dit le public, mais jamais on ne juge ces arguments, jamais. Jamais on dit c'est un bon argument, c'est un mauvais argument. On dit voilà, telle personne a dit ça, telle autre personne l'a contesté sur tel aspect, mais sans jamais les juger. Et surtout, nous avons une obligation de neutralité absolue à l'égard des projets ou des politiques qui sont soumis à nos débats. Donc, in fine, on n'est pas comme des commissions d'enquête ou autres, on ne donne pas d'avis. On doit absolument rester neutre, et ça, c'est très important parce que nous sommes garants de la participation. On est garant que l'information transmise au public est la plus neutre possible, qu'il aura bien une information complète sur toutes les questions qu'il se pose, et qu'ensuite, toute personne aura pu s'exprimer. Et c'est ça la troisième grande différence aussi par rapport à l'exercice du CESE tel qu'il est envisagé, c'est que notre rôle à nous, c'est de garantir le droit de toute personne, d'ailleurs qu'il soit citoyen français ou pas, de toute personne à s'exprimer sur des projets, des plans ou des programmes qui ont un impact sur l'environnement. C'est vraiment un droit ouvert à toute personne. C'est pas un droit à tirer au sort, c'est un droit ouvert à toute personne de pouvoir s'exprimer. Par exemple, on a fait le débat important sur la mine d'or en Guyane. La mine d'or en Guyane, on a eu des contributions évidemment de personnes qui habitaient la Guyane, mais de personnes de métropolitains et aussi de personnes qui habitaient d'autres pays, et on les a pris en compte de la même manière, quelle que soit l'origine de ces contributions.
Donc, dans ce cadre-là, on utilise, nous, tous ces outils. On utilise le tirage au sort, on utilise des plateformes numériques, on utilise des réunions publiques, on utilise des débats mobiles, on a des minibus qui vont dans les quartiers, on fait des débats dans les wagons-bars des trains pour aller au contact de tous ces publics et de donner la possibilité à toute personne de pouvoir s'exprimer. Donc, on n'est pas non plus de critique par rapport à l'exercice du tirage au sort, on l'a souvent pratiqué. On avait fait un G400, par exemple, sur la PPE, donc 400 citoyens qui étaient tirés au sort, qui s'étaient réunis à l'Assemblée nationale pour pouvoir s'exprimer sur la programmation pluriannuelle de l'énergie, parce que ces conventions citoyennes, c'est aussi un temps plus long de débat, d'échange. Les arguments, les positions évoluent. Et donc, ce qui est très important, nous, au terme de nos expériences, qu'on aime dans ces exercices-là, c'est justement la qualité des contributions. Et c'est ce que disait Loïc, c'est important parce que j'étais à l'Élysée, j'étais secrétaire d'État quand on a fait le Grenelle de l'environnement. Le Grenelle était un exercice différent, c'était un exercice avec des parties prenantes. Et il y a énormément de propositions qui étaient sur la table et qui étaient jugées loufoques ou totalement inacceptables par la société. Et ce qui me fait moi très plaisir, c'est que je les vois ressurgir dans cette convention citoyenne. Je vois que des citoyens tirés au sort, qui ont leur expertise du quotidien, qui ont pu être éclairés par d'autres experts, aboutissent aussi à la conclusion que ces mesures seraient positives pour l'environnement. Et vraiment, ça fait très plaisir parce que on est tout le temps confronté à cette critique sur le fait que les citoyens vont dire tout et n'importe quoi, qu'ils vont faire des propositions incohérentes, que c'est not in my backyard, donc il va y avoir des propositions totalement contradictoires. Et on voit dans cet exercice que pas du tout. Les citoyens, quand on les met ensemble, quand on leur donne l'occasion de s'exprimer, se retrouvent autour de valeurs communes et de propositions communes. Merci beaucoup. Dominique Olivier, je vous laisse la parole. Peut-être quel est votre regard sur cette convention citoyenne pour le climat? On l'a regardé avec beaucoup d'intérêt. Je dois vous avouer que pour nous, c'est un peu, comme on dirait au Québec, une bibite étrange. L'idée de tirer des citoyens au sort pour les amener, ça a beaucoup, en tout cas dans la théorie, ça a beaucoup de valeur pour nous. Mais je dirais probablement que de notre expérience à nous, et ça, je trouve ça intéressant, ce que disait Chantal Joanneau tout à l'heure sur la neutralité absolue. À l'OCPM, nous aussi, on considère qu'on est absolument un regard neutre absolu, à la différence près que pour nous, tous les rapports se terminent par une prise de position des commissaires qui ont fait la commission et qui disent, compte tenu des règlements en vigueur, compte tenu des lois, compte tenu du climat social, compte tenu de ce que les citoyens nous ont dit, voilà ce qu'on estime qui sont les meilleures pistes de solutions pour améliorer le projet, résoudre le conflit, résoudre le débat, et ainsi de suite. Et c'est là-dessus que les citoyens peuvent par la suite s'appuyer. On nous reconnaît cette crédibilité-là à l'Office et souvent les citoyens vont s'appuyer là-dessus pour demander par la suite une reddition de comptes à leurs élus. Donc, c'est une autre façon d'organiser le débat public que ce que vous avez. Ceci dit, pour moi, après ma barre, je dirais à partir du moment où, et Loïc Bionzo l'a très, très bien dit, à partir du moment où on arrive à ramener un certain nombre de citoyens dans des mécanismes de délibération à partir d'une information qui est neutre et qu'ils arrivent ensemble à des conclusions, ça a certainement des valeurs. Parce que pour nous, nous aussi, on part un peu comme Chantal sur la question que toute personne qui veut s'exprimer sur le sujet va pouvoir s'exprimer. Et le problème qu'on a à l'heure actuelle, c'est de gérer cette espèce de succès, je dirais, de la participation. Quand j'ai commencé à l'Office il y a une dizaine d'années comme commissaire, si on avait 40 contributions, c'était très beau dans un débat. On trouvait que ça avait été un débat riche et important. Maintenant, on a rarement moins de 2000 contributions au moment où on se parle. Donc, en une dizaine d'années, ça a vraiment explosé. Et ça demande donc, cette notion d'arbitrage-là devient de plus en plus importante et de plus en plus nécessaire. Et parfois, on va se poser la question, est-ce qu'on ne serait pas arrivé aux mêmes conclusions au bout du 150e citoyen qui s'est exprimé? Donc, c'est certainement quelque chose d'intéressant. Mais parmi nos valeurs fondamentales à nous, c'est ce droit à tout le monde de pouvoir participer, à toute personne qui se sent concernée de pouvoir participer au débat.
Et en ce sens-là, des exercices le plus ouverts possible pour nous sont intéressants aussi. Merci beaucoup. Je vais redonner la parole à Katharina, voir s'il y a des petites questions complémentaires sur la Convention citoyenne ou sinon ouvrir un autre sujet. Peut-être il y a pas mal d'autres questions qui traitent un peu d'autres sujets. On pourrait revenir sur la Convention s'il y a le temps tout à l'heure. Il y avait plusieurs questions autour de notre système démocratique, constatant par exemple qu'il y a une énorme abstention pendant les dernières élections et aussi qu'en fait le pouvoir est de plus en plus pas au niveau local mais au niveau des intercommunalités. Donc ça c'est surtout une question pour Loïc, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas réformer notre système d'intercommunalité, démocratiser plus et aussi lié à ces questions sur le système démocratique pour Chantal, est-ce qu'il ne devrait pas avoir au-delà du droit de participation un devoir de rendre compte et est-ce qu'il n'existe pas aussi un besoin de rendre l'expertise beaucoup plus pluraliste? Et finalement, une question pour tous les trois, comment est-ce qu'on peut convaincre de l'utilité de la participation des citoyens? Je ne sais pas qui veut commencer. Loïc, on vous laisse commencer. Ouais, je veux bien si on refait le même ordre. Alors, la première question, donc, c'est sur l'abstention. Donc, il me semble qu'il faut acter je dirais pas la déshérence, mais en tout cas, l'indifférence croissante ou le rejet croissant de l'élection comme modalité d'expression en démocratie. Ce qui est quand même très frappant, c'est que là où on pouvait estimer il y a quelques années que le fait de s'abstenir témoignait d'une forme d'éloignement à l'égard du système politique et d'un désintérêt à l'égard de la politique, aujourd'hui, force est de constater que parmi les publics qui s'abstiennent, beaucoup sont extrêmement politisés et finalement considèrent que soit l'élection n'est plus assez efficace ou en tout cas dans le système électoral actuel est un piège ou un jeu piégé et considère qu'il y a d'autres manières d'agir politiquement. Et ça, c'est un fait nouveau. Donc, à partir de cela, voilà, la nostalgie du temps où 80% des personnes allaient voter, ce qui fondait quand même la légitimité des élus, il va falloir trouver autre chose pour légitimer la décision. Il va falloir maintenant accompagner l'élection et d'autres choses. Et puis l'élection, elle a aussi pas mal perdu de sa capacité à obliger les élus. La manière dont aujourd'hui on élit des personnalités plus que des programmes ou plus que des idéologies partisanes clairement affirmées, elle contribue elle aussi à faire perdre le sens de l'élection. Et puis les citoyens, ils ne sont pas dupes non plus. Ce dont ils s'aperçoivent, c'est que ce n'est pas l'élection qui a le plus d'influence sur les décisions politiques. En tout cas, l'électeur, en quoi pèse-t-il véritablement sur les choix qui sont pris par les gouvernants? Ce sont des acteurs qui ne sont pas élus qui ont le plus de pouvoir. En fait, après l'élection, vient le jeu finalement de l'influence et cette influence des groupes d'intérêt, aujourd'hui, elle est comprise par beaucoup de citoyens qui se disent mais c'est quoi ce jeu, hein? On nous fait voter mais finalement quoi qu'on vote les décisions qui seront prises elles seront sous l'influence est dictée par les marchés financiers, par les dirigeants des grandes entreprises, etc. Donc, ou par les experts. Donc, il y a un vrai problème avec l'élection. Plus personne n'y croit véritablement à l'élection. Et dès le moment où une institution n'est plus investie de croyances, elle a tendance à ne plus remplir les fonctions
qu'elle était censée remplir. Donc, voilà pour le constat de l'abstention. Donc, et au contraire, le fait qu'il y ait autant d'abstention doit nous inciter à trouver d'autres manières de construire la décision légitime. Sur l'intercommunalité, oui, évidemment, c'est un des problèmes les plus criants et ceux auxquels on s'empresse le moins de trouver des solutions. C'est le déficit de légitimité démocratique des structures intercommunales qui aujourd'hui détiennent la majeure partie des pouvoirs à l'échelle locale. Donc ça, c'est un problème. Tant qu'on n'aura pas résolu ce problème en les élisant, mais ça ne suffira pas. On revient à ma remarque précédente. Il faut aussi ouvrir les fenêtres et les portes et permettre véritablement de la participation à l'échelle intercommunale. C'est un impératif absolu à l'échelle métropolitaine. Alors, on va voir si avec l'élection d'un certain nombre de Verts aujourd'hui à la tête de certaines métropoles, les pratiques politiques vont changer et si leur promesse d'ouverture, de participation et de débat sur les politiques métropolitaines sera tenue. Pour moi, ce sera vraiment tout à fait intéressant. Voilà pour les deux questions que tu m'avais attribuées, Sarah, ou Katharine. Merci beaucoup. Je laisse la parole à Chantal Joanneau, notamment sur la question de rendre des comptes et la question aussi, il y a une question sur l'expertise et le pluralisme de l'expertise. Oui, merci. Je vais commencer par la question de l'expertise qui est très intéressante. Il y a eu une réforme extrêmement importante en 2016 qui fait que nous, en tant que CNDP, on peut commander, dans le cadre d'une concertation ou d'un débat, si les participants le souhaitent, une expertise dite complémentaire. C'est-à-dire quand il y a de la controverse autour d'un sujet, on a la possibilité, de manière tout à fait libre, de commander une expertise. Pour ce faire, ce qui est vraiment important, c'est qu'on définisse avec les personnes, avec le public, le cahier des charges et le choix de l'expert. C'est-à-dire que le choix de l'expert doit être vraiment consensuel pour que ces conclusions soient consensuelles. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on utilise assez souvent. Notamment, on a fait un débat récent sur les déchets radioactifs. Comment gérer demain nos déchets radioactifs? Donc, vous imaginez la conflictualité et la technicité du sujet. Donc là, on a fait deux exercices. On a fait un exercice où on clarifie les controverses, c'est-à-dire sur les points où il y a vraiment des grosses controverses. On dit, voilà pourquoi telle personne pense que ceci est bien et pourquoi telle personne pense que c'est mal. Et ensuite, on a commandé des expertises spécifiques sur certains points. Ceci dit, il est important que le public puisse bénéficier d'informations et d'expertises pour se faire sa propre opinion, mais il est important aussi que les experts reconnaissent l'expertise du public. Ça, c'est un énorme sujet. Loïc est intervenu sur ce point tout à l'heure. Nous, on voit dans la contestation de la participation, un peu de contestation effectivement des décideurs et des politiques, parce qu'ils considèrent que c'est leur pouvoir qui est potentiellement questionné. On voit beaucoup de contestations de la part des experts. Beaucoup d'experts qui estiment que le public en soi n'est pas légitime à s'exprimer parce que finalement, il n'y connaît rien à ces sujets techniques. Or, ce qu'on appelle l'expertise du quotidien ou l'expertise d'usage, elle est extrêmement importante pour pouvoir définir des politiques qui font sens à l'égard du public. Donc ça, c'est une petite aparté pour rejoindre Loïc sur ce point, parce que nous, vraiment, ce qui nous pose souvent question, c'est les experts qui nous disent « Non, mais le public, de toute façon, il n'est pas légitime à s'exprimer sur tel sujet ». Petit point donc sur la question de la décision et la reddition des comptes qui est comme la clé de la participation. C'est-à-dire que pour convaincre de l'utilité de la participation, il faut qu'elle ait un impact et un lien à la décision et que ce lien soit clair, qu'il soit évident. C'est un problème de confiance. C'est-à-dire que le public ne va pas prendre du temps pour participer à un exercice s'il pense que ça ne sert à rien. Et tant que le pouvoir dit « moi, je n'ai pas confiance dans ce que me dit le public », il n'y a pas de raison que le public fasse confiance au pouvoir. C'est un problème de réciprocité. On entend souvent le fait que mais pourquoi est-ce que le public n'a pas confiance en nous? Parce que vous n'arrêtez pas de donner des signes pour montrer que vous n'avez pas confiance en le public. Donc, c'est quand même un effet de miroir absolument évident. Et sur cette reddition des comptes, comme je vous le disais tout à l'heure, la loi aujourd'hui, elle est faible. C'est-à-dire que le décideur doit dire de manière publique comment il intègre, comment il tient compte des conclusions de la participation. Mais c'est tout. Il peut le faire de manière en 2 mots, il peut le faire dans un document de 50 pages. Les grands maîtres d'ouvrage avec qui on a l'habitude de travailler le font dans des documents extrêmement complets.
où généralement, ils abordent tous les sujets qui ont été abordés pendant la participation. Parfois, ils esquivent certains sujets qui sont un petit peu plus délicats. Alors, nous, on a développé un exercice qui n'est pas inscrit dans la loi, mais comme il n'est pas interdit, on l'a développé, qui consiste à rendre un avis sur la décision ou sur la conclusion du décideur à la suite du débat. Quand le décideur nous a répondu par écrit, nous disant « bon, bah voilà moi ce que je retiens du débat », nous, on fait un avis en disant bah, « d'accord, très bien, mais vous n'avez pas répondu à telle question posée par le public. Vous n'avez pas apporté de précision sur comment vous allez continuer à informer des impacts environnementaux de votre projet. Donc, il faudra répondre à tel et tel et tel point. » Ce n'est pas prévu par la loi, mais c'est un exercice assez fort parce que ça permet quand même au public de dire « bon, bah, attendez, vous, décideurs, voilà les points sur lesquels demain, vous devez nous apporter des précisions. » Parce que c'est vrai qu'on est neutre, c'est vrai qu'on n'émet pas d'avis sur le projet, on n'émet pas d'avis sur le programme qui nous est, le plan au programme qui nous est soumis. Néanmoins, on émet des recommandations pour améliorer la qualité de l'information et demain le droit à participer du public pour la suite du projet jusqu'à l'enquête publique. Et il faudra aller plus loin. Il faudrait vraiment que quand il y a des questions posées par le public ou des recommandations qui sont faites, tant qu'une réponse claire, une réponse n'a pas été apportée à ces questions ou à ces recommandations, le projet ne puisse pas poursuivre sa vie. Parce que c'est vraiment, on a trop de projets où des réponses ne sont pas apportées, personne ne sait ce qu'il advient du projet, pendant des et des années, vous n'en entendez plus parler, puis tout d'un coup, on vous dit « tiens, le projet est relancé », et ça, c'est catastrophique à l'égard de la confiance du public dans l'ensemble des processus participatifs. Merci beaucoup. Et enfin, je vais donner la parole à Dominique Olivier, notamment pour prolonger la réflexion sur cette question, comment convaincre de l'utilité de la participation. Je rajouterai une petite question subsidiaire. Tout à l'heure, vous parliez d'essayer d'intégrer le plus de monde possible à la participation. Comment peut-être aussi, et peut-être que c'est ça aussi qui la rend encore plus légitime, comment est-ce qu'on va aller chercher les publics les plus éloignés parce que on a une grande critique de la participation, c'est de dire c'est toujours les mêmes qui participent, donc comment on va chercher les plus éloignés? Okay. Je vais peut-être vous demander de répéter la première partie. Vous vouliez que j'aille plus loin sur… Si éventuellement vous vouliez compléter ce que disait Chantal Joanneau sur comment convaincre de l'utilité de la participation pour ceux qui sont sceptiques, et puis ensuite cette question des publics plus éloignés. La question de convaincre de l'utilité de la participation, j'entendais Loïc tout à l'heure dire on va voir si l'arrivée de Vert va changer un peu la façon de faire. L'expérience qu'on vit à Montréal, c'est qu'il y a, à la dernière élection municipale, on a eu un changement total d'administration municipale avec une administration plus écolo, plus ouverte sur les questions de résilience, etc. Et tout comme Chantal, sans faire de politique, je dirais quand même que la première sortie de Mme Plante, la maire de Montréal, c'était de dire désormais tous les rapports de l'Office de consultation publique seront entièrement considérés. Par contre, force est pour nous de constater, et ce n'est pas parce que c'est des gens qui croyaient fondamentalement à la participation citoyenne, mais force est de constater, et on l'a écrit dans notre dernier rapport annuel, qu'on n'a jamais eu si peu de suivi et si peu de rétroaction. On a beaucoup plus de sujets, on a beaucoup plus de consultations, on n'a jamais eu si peu de rétroaction. Donc, quelque part, même quand on est un adepte de la consultation publique et qu'on est un élu, on se rend compte que faire appel à la participation citoyenne met des bâtons dans les roues dans un ensemble de projets. Et c'est assez clair parce que les gens vont reposer d'autres questions, vont proposer d'autres pistes d'action, qui vont demander d'autres façons de considérer le débat. Et très souvent, ce qui est dans le programme politique des élus ne se retrouve pas reflété par les citoyens lors des exercices de participation citoyenne. Alors, la tendance qu'on avait à Montréal, c'était de dire c'est parce qu'il y a si peu de gens qui participent, c'est toujours les mêmes qui participent, et donc, ce n'est pas vraiment représentatif de ce que pense la population. L'avantage, je vous dirais, des avancées qu'on a faites en utilisant les consultations multicanales, alors on a fait des choses un peu comme je pense qui est la grande tendance à travers le monde à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'on est sorti de grandes assemblées pour aller plutôt vers des organisations de mini-débats, de débats mobiles, de
séances d'information, d'ateliers de co-construction de la solution dans les milieux de vie, ce qui a, comme je vous dis, décuplé la participation. C'est sûr qu'on a ouvert sur certaines plateformes numériques, certaines possibilités numériques de s'exprimer, mais pour nous qui sont en complément, je vous dirais, de notre méthode traditionnelle, donc avec des audiences publiques et tout. Ce que ça nous permet de faire, c'est de voir comment, c'est d'offrir au fond différentes façons pour les gens de participer et puis ensuite de corréler les résultats pour voir quelles sont les grandes tendances, quels sont les grands choix, tout en gardant en mémoire que pour nous, une mauvaise idée, même dite 2000 fois, demeure une mauvaise idée. Une bonne idée, même si elle a été évoquée qu'une fois, c'est peut-être la piste de solution qu'on va recommander. Je vous dirais que ce qui nous garantit ou qui garantit notre neutralité, c'est le fait qu'on reconnaît aux décideurs le droit de décider. Donc, on dit, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec nos recommandations qui sont issues de cet exercice qu'on a fait là, à condition d'expliquer aux gens pourquoi. Et à partir de là, nous nous engageons à ne jamais plus commenter la décision qui a été prise. Donc, on ne dit pas « nous avons la meilleure solution », on dit « dans ce qu'on a vu, dans ce qu'on a entendu, tenant compte de tout ce qui doit être un intrant dans la décision, voilà ce qu'on vous recommande de faire. Maintenant, vous faites ce que vous voulez ou ce que vous croyez qui est nécessaire. Et après ça, nous ne revenons plus sur ces sujets-là. Alors, je trouve que l'idée de donner un avis sur la réponse est quand même intéressant, mais nous, on ne va pas aller jusque-là. Alors, c'est sûr que convaincre les gens de l'utilité de la participation, je pense que de plus en plus, les élus, avec la crise qu'on mentionne depuis le début, sont conscients qu'il y a une utilité de la participation. Et peut-être que la piste de solution, en fait, moi, je dirais qu'il y a peut-être deux pistes de solution sur l'utilité. La première, et c'est ce que nous, on essaye de pratiquer à Montréal, c'est qu'on dit aux gens, vous pouvez bien venir nous dire que vous êtes contre, mais il faut nous dire pourquoi vous êtes contre. Mais plus que pourquoi, il faut prendre en compte les objectifs du projet et nous dire comment vous le feriez ou comment vous atteindriez ces objectifs-là différemment que par la méthode qui est proposée. Et ça nous permet généralement d'arriver vraiment à trouver des points de convergence. Hein? On aime dire, nous, notre travail, c'est de définir ce qui est souhaitable, ce qui est acceptable et ce qui est inacceptable. Et c'est un peu autour de ça qu'on va avancer. Et en ce sens-là, les décideurs comprennent que si on dit ça c'est souhaitable, ça c'est acceptable, ça c'est inacceptable, ils comprennent l'utilité que ça peut avoir pour eux d'articuler la démocratie participative et la démocratie représentative. La deuxième chose que j'ajouterais, et la dernière probablement, c'est qu'il faut revenir vers les gens. On se rend compte, et c'est un peu l'exercice qu'on est en train de faire, nous, à l'heure actuelle, et c'est plus facile au niveau local qu'au niveau national, c'est sûr, mais on regarde comment a évolué la pensée des citoyens, comment ont évolué les revendications des citoyens, puisqu'on a tout ce corpus, depuis 18 ans qu'on existe, on a tout ce corpus-là qui existe encore, qu'on est en train de mettre dans des bases de données pour voir quelle est l'évolution des valeurs et de la pensée du public. Et on se rend compte que ce qui était acceptable il y a quelques années ne l'est absolument pas maintenant. Ce qui était une priorité il y a quelques années ne l'est absolument plus maintenant. Et on pense que ces espèces d'analyses génériques dans le temps de la parole citoyenne peut être intéressantes aussi pour éclairer la décision publique. Merci beaucoup. Ce que je vous propose, c'est de prendre un dernier tour de questions. Je m'excuse par avance si on n'a pas répondu à tout. C'est toujours la difficulté parce que je voudrais qu'on essaie de finir à l'heure à 19h. Donc, je vous propose de prendre un dernier tour de questions et puis que nos trois intervenants s'engagent à y répondre peut-être assez rapidement pour qu'on reste dans notre timing. Il nous reste à peu près 12 minutes et je crois que c'est Tatiana Kirodi qui souhaitait faire remonter quelques questions. Oui, bonjour. Merci donc à toutes les personnes qui nous ont envoyé des questions. Pour information aussi, les intervenants et intervenantes peuvent répondre directement dans la partie QR si jamais vous voulez traiter des questions qui n'auraient pas été traitées.
En fait, j'ai choisi des questions qui vous concernent tous les trois. La première est qu'on a déjà commencé à discuter, qui est celle des échelles de la participation. Tout à l'heure, Dominique Olivier, vous parliez justement de l'idée de faire des mini-débats et de repartir à l'échelle locale pour décupler la participation. On a eu des questions sur est-ce que la mesure de l'efficacité va être la même à toutes les échelles, sachant que les démarches locales peuvent parfois peiner à être vues dans le débat public par rapport aux démarches nationales qui auront pour le coup un impact beaucoup plus important. Est-ce que pour vous, il y a une différence entre les démarches à petite échelle qui devraient être quasiment de la démocratie directe et fonctionner peut-être avec des budgets beaucoup moins importants que celui de la Convention citoyenne, et d'un autre côté, les démarches nationales qui, pour le coup, n'auraient pas les mêmes objectifs et pas la même mesure d'efficacité? Il y a une deuxième question qui était un peu particulière, mais qui était quels ont été vos retours sur le grand débat national qui finalement a quand même beaucoup mobilisé l'année dernière, notamment dans les régions et les communes. Quel regard est-ce que vous aviez porté dessus, y compris de Montréal pour le coup? Et est-ce que pour vous, ça a servi ou non à mieux concevoir les dispositifs qui ont eu lieu ensuite? Et enfin, une question un peu large à laquelle probablement on n'aura pas le temps de répondre, mais on vous a demandé quelles sont selon vous les trajectoires possibles pour nos démocraties aujourd'hui si on ne change pas notamment notre système démocratique. Merci. Merci beaucoup, Loïc. Bon, je vais commencer parce qu'en fait, je n'ai pas de quoi noter. Donc, si je veux me souvenir des trois questions, il faut que je réagisse vite. Première question, la question de l'échelle. Oui, c'est une vraie question. Soyons clairs, c'est beaucoup plus facile de pratiquer la participation, la décision collective à une échelle de quelques centaines de personnes, à l'échelle locale, qu'à des échelles plus grandes, par définition. Et ça, c'est une des contraintes structurelles de la démocratie, hein, qui ne sera pas surmontée avant très très longtemps. Tous les espoirs qu'on avait mis dans la capacité du numérique à transcender ou en tout cas à régler ce problème de la nécessité d'une certaine interconnaissance pour que se mettent en place des rapports de confiance et que s'ouvrent des possibilités de discussion véritables, y compris de formation, de consensus. Donc c'est plus clair à l'échelle locale. Il est clair qu'à l'échelle nationale, on est obligé de recourir à des artifices. Le tirage au sort, c'est un artifice. Sarah t'a posé la question des catégories tout à l'heure, des catégories les plus marginalisées dans la société. Le tirage au sort, c'est quelque chose qui peut, d'un certain point de vue, permettre, non pas de résoudre ce problème de la participation des plus faibles, mais en tout cas offrir une possibilité d'expression. Si on regarde les 150 de la Convention citoyenne, on s'est aperçu, parce qu'on les a indemnisés et que ça posait des problèmes administratifs, qu'on avait un plus grand nombre de citoyens parmi les 150 aux minimums sociaux, touchant les minimums sociaux, que dans la société. C'est quand même ça un indicateur très fort, parce que ces gens-là, on a très peu de chances de les retrouver dans les dispositifs de démocratie participative et a fortiori dans les institutions de la démocratie représentative. C'est une évidence. Et là, on peut leur faire une place, leur donner une voix, et l'importance de la prise en compte de l'impératif de justice sociale dans les propositions des 150 citoyens en témoigne. La deuxième question, tu vois, j'ai déjà oublié, donc j'ai une mémoire d'oiseau. La deuxième question, c'était quoi? Alors, il y avait le retour à votre regard sur le grand débat national. Ah oui, bon, je me suis suffisamment exprimé sur le grand débat pour en dire du mal. Et surtout, après que le pouvoir l'ait à ce point méprisé, après l'avoir suscité, après avoir intéressé quand même un nombre assez considérable de citoyens, même si au final ces citoyens appartenaient, on l'a vu dans les enquêtes, appartenaient aux catégories sociales les plus intégrées de la population. Avoir autant déçu cette promesse m'est paru comme absolument intolérable. J'en ai déduit plusieurs choses. J'en ai déduit que, ça n'était pas au gouvernement d'organiser lui-même
la participation, il fallait un tiers qui aurait pu être la CNDP, ça aurait changé les choses, qui pourrait être ce que l'on a essayé de construire avec la Convention citoyenne, mais le gouvernement lui-même, la tentation est trop forte d'instrumentaliser la participation et il n'y a pas de crédibilité. Deux, il fallait du design, il fallait vraiment, même s'il y a eu des efforts qui ont été faits au moment du grand débat, il n'y a pas eu une vraie réflexivité sur les outils, en tout cas leur articulation. Trois, il fallait prendre ça au sérieux. Et je suis d'accord avec Chantal. En tout cas, la réception par Emmanuel Macron des propositions citoyennes a témoigné quand même d'une prise de conscience de ça, c'est-à-dire d'une sorte de reconnaissance. Alors, quelle est la nature véritable de cette reconnaissance? Mais en tout cas, on les a reçus. On est allés tous à l'Élysée lundi. C'est pas toujours le cas dans les dispositifs de démocratie participative à l'échelle locale, où le mépris est quand même souvent la réponse principale qui est donnée aux citoyens. Bon, est-ce que ça ira au-delà? J'en sais rien. Troisième remarque, les voix, non. Là, non, on peut pas à cette heure-ci. Indiquer les voies d'évolution de la démocratie française, ce ne serait vraiment pas raisonnable. Donc, je vais laisser mes deux camarades conclure. Merci beaucoup, Chantal Joanneau. Je vous laisse la parole. Merci. Je ne répondrai pas à la dernière question. Par contre, c'est vrai que la question qui était très intéressante sur les échelles de la participation, il n'y a pas d'échelle plus ou moins légitime avec des objectifs qui seraient différents à une échelle locale ou une échelle nationale. Pour nous, les objectifs sont parfaitement les mêmes. Les droits que nous devons garantir, que ce soit à l'échelle locale ou à l'échelle nationale, sont parfaitement identiques. Il est exact de constater que la mobilisation pour la participation est beaucoup plus forte quand vous avez une participation sur un projet de tramway, par exemple, en zone urbaine. Vous avez toujours une participation assez forte sur ce type de projet. Quand c'est sur ce qu'on appelle les documents stratégiques de façade, qui rien que par le nom ne vous parle pas, la participation est un peu plus faible. Donc ça, c'est une évidence. Néanmoins, tout citoyen, toute personne doit avoir les mêmes droits et la même possibilité de participer. Alors, même sur un débat national, on arrive à démultiplier à des échelles locales en multipliant les outils. C'est-à-dire qu'une bonne participation, c'est plusieurs outils qui, par leur complémentarité, permettent de toucher un public large. C'est des outils numériques. C'est vrai qu'il y a eu la mode du numérique à un moment. Ce sont des outils de réunion publique, ce sont des outils de réunion d'initiative locale. On a par exemple, on a un débat public à La Réunion, mais lui, il est organisé par un groupe de citoyens qui s'est porté volontaire. Et ce groupe de citoyens réunionnais a dit, pour nous, le meilleur moyen d'organiser ce débat, c'est de faire un kit pour que dans les pique-niques, parce qu'il y a une tradition de pique-nique à La Réunion le dimanche, pour que dans les pique-niques, le débat soit abordé entre groupes. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Et ça permet de démultiplier le débat. Et l'objectif central pour nous dans tous ces débats, et en particulier sur les débats nationaux, c'est ce que Sarah posait comme question tout à l'heure à Dominique, c'est d'aller toucher les publics éloignés. C'est vraiment la clé aujourd'hui pour nous d'une participation, c'est de toucher ces publics, ces petites voix, ces voix timides, ces voix qui ne lèvent jamais la main dans une réunion publique et qui pourtant ont des choses à dire. Et quand on ne les entend pas, ces voix-là, on loupe toute une partie du sujet. Et les propositions que peuvent faire ces personnes, leurs positions, sont souvent un éclairage extrêmement utile et assez puissant sur la suite du projet. Donc, c'est pour ça qu'on utilise tous ces outils, toutes ces complémentarités pour pouvoir démultiplier, mais le but étant pas de toucher un maximum de personnes, parce que on n'est pas dans la représentativité quantitative qui serait une représentativité politique. Le but est de garantir qu'on a touché déjà, toutes les personnes qui voulaient s'exprimer, mais surtout tous ces publics divers et qui sont concernés par le sujet et qui sont diversifiés dans leur territoire, dans leur catégorie socio-professionnelle, mais qui ont pu s'exprimer avec le même respect qu'on leur doit. Alors, sur le grand débat, je veux bien m'exprimer. Je l'ai déjà beaucoup fait. Ça a été effectivement un épisode très compliqué pour la CNDP parce qu'en fait, nous, en tant qu'autorité indépendante, dès lors qu'on est saisi d'un débat et qu'on l'accepte, on se doit de le mener, de l'organiser dans le strict respect des principes et de la loi qui nous encadre.
donc dans un strict respect de neutralité, de garantie surtout que finalement les conclusions de ce débat seront rédigées de manière totalement neutre et sans écarter personne. Et c'est cette garantie qui a fait défaut en réalité, qui a fait que la CNDP a dit, bon, bah, très bien, on vous a aidé dans la préparation, maintenant c'est vous qui organisez, qui prenez la main, puisqu'on n'a pas eu cette dernière garantie. Mais le problème du grand débat, c'est que de fait, et notamment dans sa faiblesse dans la reddition des comptes, puisque on a eu des conclusions qui n'en étaient pas, on n'a pas eu de réel engagement par la suite, ou en tout cas, ce n'était pas clair, ça a eu un effet catastrophique en termes de participation pour nous. C'est-à-dire que pour nous, maintenant, quand on lance des débats, et notamment à l'échelle nationale, quand on l'a fait par exemple sur la PAC ou d'autres sujets, on a souvent un retour de bâton, un retour de flamme qui est, après le grand débat, encore un grand blabla. Maintenant, souvent, dans les contributions, c'est encore un grand blabla. Et c'est catastrophique. C'est vraiment un exercice qui finalement n'était pas de la participation au sens où nous l'entendons, au sens où nous la défendons, et qui fait du mal indirectement à la participation. Donc, nous c'est ce qu'on vit au quotidien, et c'est pour ça qu'on insiste lourdement sur le fait qu'on est une autorité indépendante et que donc on n'est pas dans une démarche politique, quelle qu'elle soit, mais ça a eu un effet qui a été très contre-productif pour la participation. Merci beaucoup, et je vais donner le mot de la fin à Dominique Olivier, à la fois sur ces différentes questions d'échelle et puis peut-être aussi un petit mot sur ce grand débat. Ben, vous me pardonnerez sur le grand débat, n'étant pas avec vous, ça ne percole pas, les résultats n'ont pas percolé de la même façon à Montréal, même si religieusement tous les matins, j'écoute Télématin et le journal français pour essayer de bien comprendre ce qui se passe, mais c'est un peu difficile pour moi. Mais ce que j'entends Chantal dire et ce que j'entends Loïc dire correspond tout à fait à la perception qu'on avait de ce débat-là et du manque de suivi. Et je suis tout à fait d'accord avec Chantal qu'on ne peut pas faire un exercice de cette ampleur-là et avoir une aussi faible rétroaction par rapport à comment ça va continuer à influencer les décisions ou les mécanismes qui sont mis en place. Je trouve que la question d'échelle est une question particulièrement intéressante. Puis je vais essayer de la transposer peut-être à notre niveau, à nous. Ça dépend toujours. On a fait il y a quelque temps à l'Office une analyse de ce qu'on appelle les déterminants de la participation. Donc, on se dit, qu'est-ce qui fait en sorte que les gens participent? Et mon rêve, c'est d'arriver à en faire, vous reconnaîtrez en moi l'ancien ingénieur, en fait, la personne qui est issue de Polytechnique. J'aimerais pouvoir faire une équation mathématique de ce qui détermine la participation. Mais les 5 facteurs qu'on a trouvés, parmi les 5 facteurs qu'on a trouvés, il y a notamment celui de la présence de groupes qui sont très campés sur leur position et qui ne se parlent pas de façon naturelle. Plus on va retrouver ça, plus les gens vont participer, plus les gens ont peur de perdre, ont le sentiment qu'ils peuvent perdre quelque chose dans la prise de décision, bien, plus ils vont participer. C'était assez intéressant pour nous, cette dernière consultation dont je vous parlais sur les questions de racisme et discrimination systémique dans les compétences de la Ville de Montréal. On l'a entreprise en 2018, alors qu'il devait y avoir une consultation du gouvernement québécois sur ce sujet-là qui a avorté à la dernière minute. Et les citoyens montréalais se sont retournés vers ce que chez nous on appelle le droit d'initiative citoyenne, donc qui est le droit de réclamer une consultation sur ce sujet-là. Et ça nous a vraiment posé la question d'échelle, ça nous a posé la question des compétences, ça nous a posé la question d'échelle. Et je vous dirais que quand on a fait la cartographie des parties prenantes, qu'on fait toujours lorsqu'on regarde nos processus, pour nous, on se dit, est-ce que toutes les personnes qui auraient quelque chose à dire dans le processus qu'on va mettre en place vont trouver au moins un moment pour s'exprimer? C'est ce qu'on appelle la cartographie des parties prenantes. Et là, c'était très complexe parce que c'était un sujet qui était délicat, qui était loin d'être aussi à la mode que ça l'est depuis la mort de George Floyd, notamment. Mais pour nous, c'était vraiment... Et c'est quelque chose qui est lié profondément à l'identité québécoise, c'est-à-dire que la majorité démographique blanche du Québec refuse toujours que même on prononce le mot racisme ou discrimination.
parce qu'ils ont l'impression que c'est une attaque qu'on leur fait. Alors, il a fallu vraiment naviguer des dispositifs qui permettaient à la fois aux gens qui se sentaient victimes de ces problèmes-là de pouvoir les exprimer dans des espaces, ce qu'on appelle des safe spaces, donc des espaces sécuritaires où on ne les attaquerait pas. Mais il fallait aussi éviter que le débat dérape sur la place publique et que toute la légitimité de l'exercice soit remise en question. Ça a duré pendant 2 ans. On a eu presque 7000 participations, ce qui est énorme pour nous dans un sujet comme ça. Je vous rappelle qu'il y a à peu près 1,5 million de personnes à Montréal. Donc, pour nous, c'était vraiment très, très, très significatif. Mais ce qui est important, c'est que le droit d'initiative, il y a une obligation avec notre droit d'initiative que ça débouche sur des recommandations, des solutions concrètes, innovantes et applicables. Donc, il a fallu qu'on analyse chacune des contributions que nous faisaient les participants pour voir est-ce qu'elles sont, est-ce que ce sont des solutions. On ne peut pas juste, on n'est pas des commissions d'enquête, donc on ne peut pas juste prendre les plaintes. Il faut vraiment être capable d'aller plus loin. Et dans le volet recommandations, il fallait qu'on soit capable de les émettre de telle sorte que l'administration puisse dire ça oui, ça non, mais aussi pour que les citoyens puissent au fil des temps les suivre. Donc, il fallait aller un peu vers des objectifs SMART. Donc, c'était assez particulier pour nous de faire ça. Et ça nous a amené effectivement à poser de façon importante la notion d'échelle. Et je pense qu'encore une fois, c'est la multitude des moyens qu'on va mettre à la disposition des gens, le fait qu'on transpose, je dirais, le paradigme des grandes assemblées vers ce qui se passe dans les milieux de vie, qui fait en sorte qu'on peut, joindre des personnes qui ne sont pas à l'aise avec la façon de s'exprimer qu'on a dans les... On va aller dans des résidences de personnes âgées, on va aller dans des clubs de jeunes, on va s'installer dans les parcs, on va faire différentes façons pour que les gens se sentent non seulement habilités, mais également qu'ils aient envie finalement de participer. Et c'est ça qui résout cette notion d'échelle-là. Mais pour nous, c'est très facile de le dire parce que nos budgets sont protégés. Hein? Donc, à partir du moment où on reçoit un mandat, les budgets nécessaires pour réaliser le mandat suivent. Donc, on n'a pas à se poser la question de qui va financer, c'est très clair. Donc c'est peut-être plus facile de mettre en œuvre cette multitude de moyens-là qui fait qu'on va aller rejoindre des clientèles plus difficilement joignables. Merci beaucoup. Pour conclure, quelques informations très rapides pour ne pas vous retenir plus longtemps. D'abord, vous remercier à nouveau Dominique Olivier, Chantal Joanneau et Loïc qui vient de nous quitter car il enchaîne avec d'autres conférences, d'autres interviews, d'avoir accepté à la fois de contribuer à notre ouvrage et d'avoir été là pour échanger ce soir. Merci à tous les participants, merci pour vos questions. J'espère qu'il n'y aura pas trop de frustration. On ne connaîtra pas les trajectoires possibles de nos démocraties ce soir. On retravaillera dessus une autre fois. Merci beaucoup à toute l'équipe de Décider Ensemble et notamment à Katharina et Tatiana de m'avoir épaulée pour animer ce webinaire. Vous pouvez retrouver donc notre ouvrage, il est en ligne sur notre site internet. Vous avez dans le chat le lien. Donc voilà, n'hésitez pas à aller lire toutes les contributions. Il y en aura sans doute de nouvelles en septembre. Le but, c'est de faire vivre cet ouvrage dans la durée puisque ces questions de renouvellement de la démocratie, elles s'inscrivent forcément dans la durée. Et puis sinon, le rendez-vous important pour Décider Ensemble, ce sera en octobre à Mulhouse, les 19, 20 et 21 octobre, nos rencontres nationales de la participation. Toutes les informations sur notre site. Et par ailleurs, les candidatures sont ouvertes. Si vous êtes collectivité, entreprise, association, collectif citoyen pour postuler à notre trophée de la participation et de la concertation. Donc voilà, je vous invite à aller consulter toutes ces actualités sur notre site internet ou à nous suivre sur les réseaux sociaux. Un grand merci à tous et une très bonne soirée. Ah oui, et j'oublie, on fera sans doute d'autres webinaires avec d'autres contributeurs à la rentrée pour avoir d'autres points de vue et continuer ces échanges. Merci beaucoup. Merci, bravo, merci. Au revoir. Au revoir. Merci encore, c'était très intéressant. Au revoir. Au revoir.